Depuis 16 ans, un nom porte une signification reconnue à travers le monde. Chesley Sully Sullenberger est devenu le pilote qui a transformé ce qui aurait dû être un désastre aérien inimaginable en l'un des atterrissages d'urgence les plus sûrs de l'histoire moderne, un moment si extraordinaire que des millions de personnes en sont simplement venues à le qualifier de miracle. Bien que l'attention qui a suivi aurait pu faire de lui une célébrité, il a systématiquement rejeté cette voie, choisissant plutôt de consacrer son influence à l'amélioration de la sécurité aérienne, au renforcement des procédures dans le cockpit et à la protection des passagers qui ne sauraient jamais le travail qu'il accomplissait dans les coulisses. Aujourd'hui, à 75 ans, le capitaine Sullenberger demande au public quelque chose de complètement différent. Il ne cherche pas à obtenir des applaudissements, une autre ovation debout ou une autre célébration du vol 1549. Il demande plutôt de la compréhension. Cette semaine, il a partagé discrètement une nouvelle profondément personnelle qui a amené de nombreuses personnes à revenir sur son parcours remarquable sous un angle entièrement nouveau, rappelant au monde que le véritable courage ne se mesure souvent pas par ce qui se passe sous les caméras de télévision, mais par les batailles tranquilles, menées longtemps après que les gros titres des journaux ont disparu. Bien avant que le monde ne le connaisse sous le nom de Capitaine Sully. Chesley Burnett Sullenberger, 3, était simplement un garçon curieux grandissant dans les grandes plaines du Texas. Il est né le 23 janvier 1951 dans la petite ville de Denison, au Texas, dans une famille issue d'immigrants suisses allemands dont les racines remontent à plusieurs générations. Avec sa sœur cadette Mary, il a grandi dans un foyer où la discipline, l'humilité et la réussite tranquille comptaient de bien plus que la reconnaissance ou les éloges des valeurs qui resteront avec lui pour le reste de sa vie. Dès son plus jeune âge, l'aviation l'a fasciné comme peu d'intérêts d'enfance le font. Il a passé d'innombrables heures à construire des modèles réduits d'avions et de porte-avions, s'imaginant soigneusement à l'intérieur des cockpits des machines qu'il admirait. Chaque fois que des avions militaires survolaient une base aérienne voisine, il arrêtait tout ce qu'il faisait juste pour les regarder disparaître dans le ciel du Texas, nourrissant, sans le savoir, le rêve qui finirait par définir toute sa vie. Sa curiosité naturelle s'étendait bien au-delà des avions. Sullenberger excellait sur le plan académique, se classant régulièrement parmi les étudiants les plus forts dans toutes les matières qu'il étudiait. À l'âge remarquable de 11 ans, ses résultats aux tests standardisés étaient déjà devenus si exceptionnels qu'il était qualifié pour devenir membre de Mensa International, une réussite qui reflétait non seulement son intelligence, mais aussi une extraordinaire capacité d'analyse et de résolution de problèmes, qui se révélerait plus tard inestimable dans le cockpit. Le lycée a révélé un équilibre tout aussi impressionnant entre les études, le leadership et la discipline. Il a été président du Latin Club, a joué comme premier flûtiste dans l'orchestre de l'école, et a obtenu son diplôme parmi les premiers d'une classe d'environ 350 étudiants. Pourtant, même s'il excellait en classe, sa plus grande passion restait fermement ancrée dans le ciel au-dessus de lui. Contrairement à la plupart des adolescents qui rêvèrent simplement de voler, Sullenberger a commencé à transformer ce rêve en réalité avant d'atteindre l'âge adulte. À seulement 14 ans, il a obtenu sa licence de pilote de planeur, démontrant un niveau d'engagement qui le distinguait de presque tous ceux de son âge. À peine 2 ans plus tard, il passe au vol propulsé, apprenant à piloter un Aeronca Champion depuis une petite piste d'atterrissage privée située près de sa maison familiale, acquérant ainsi une expérience pratique bien avant que de nombreux futurs pilotes n'envisagent même l'aviation comme une carrière. Cette première fondation a ouvert les portes de l'une des institutions militaires les plus exigeantes du pays. Sullenberger est entré à l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis dans le cadre de la promotion 1973, où la compétition entre les cadets était intense, et les attentes restaient implacablement élevées. Même au sein de cet environnement d'élite, ses capacités de vol l'ont rapidement distingué de ses pairs. À la fin de sa toute première année, il avait déjà été sélectionné comme pilote instructeur dans le cadre du programme de compétition de planeurs cadets de l'Académie. La nomination reflétait un niveau de confiance extraordinaire, car elle exigeait non seulement des compétences de vol exceptionnelles, mais également la maturité nécessaire pour enseigner et encadrer d'autres cadets. Peu d'étudiants atteignaient ce niveau de responsabilité aussitôt dans leur formation militaire. Lorsque l'obtention du diplôme est finalement arrivée,
Sullenberger a reçu le prix du cadet exceptionnel en maîtrise de l'air, le reconnaissant comme le meilleur aviateur de sa promotion. C'était plus qu'un autre honneur académique. Cela a été une première indication que son avenir reposerait sur l'excellence technique, une prise de décision sereine et un engagement inébranlable envers la précision-qualité qui sauverait plus tard plus de 150 vies. Plutôt que de passer directement à des missions opérationnelles, l'Air Force l'a ensuite envoyé à l'université Purdue où il a complété une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle. Même si le sujet a pu paraître inhabituel pour un pilote de chasse, il est devenu l'une des influences déterminantes de sa carrière. L'étude de la façon dont les gens pensent, communiquent, fonctionnent sous stress et prennent des décisions en cas de crise, a fourni des informations qui façonneront plus tard son vol et son engagement de toute une vie en faveur de la sécurité aérienne. De retour à l'aviation militaire, Sullenberger a suivi une formation de pilotage avancée sur les T-37 et T-38 avant d'obtenir sa qualification sur le puissant avion de combat F-4 Phantom II. Il a servi dans des escadrons de chasse opérationnels stationnés en Angleterre et au Nevada, acquérant progressivement de l'expérience tout en accédant au rang de capitaine. Parallèlement à ses responsabilités de pilote, il a également participé à des commissions d'enquête sur les accidents d'avion, étudiant attentivement des incidents dont d'autres espéraient qu'ils ne se reproduiraient plus jamais. Ces missions d'enquête ont tranquillement transformé l'orientation de sa vie professionnelle. Plutôt que de considérer les accidents comme des événements isolés, Sullenberger est devenu fasciné par la combinaison complexe de décisions humaines, de systèmes mécaniques de panne de communication et de conditions environnementales qui produisaient souvent des catastrophes. Chaque enquête a renforcé une leçon, les accidents résultent rarement d'une seule erreur, mais d'une chaîne de décisions apparemment mineures qui convergent progressivement vers une catastrophe. En 1980, après avoir terminé son service militaire, Sullenberger a fait la transition vers le secteur du transport aérien commercial, rejoignant les transporteurs qui ont finalement fait partie du US Airways. Au cours des 3 décennies suivantes, il a accumulé des dizaines de milliers d'heures de vol, tout en transportant des millions de passagers en toute sécurité à travers le pays. Pour les voyageurs, il n'était qu'une autre voie calme et professionnelle qui les saluait avant le décollage. Rares sont ceux qui ont réalisé à quel point l'expertise se cachait derrière cette introduction rassurante. Le vol d'avions commerciaux ne représentait qu'une partie de sa carrière. Il a simultanément servi comme instructeur de vol, a aidé à enquêter sur les accidents d'aviation pour le National Transportation Safety Board et a beaucoup travaillé avec l'Airline Pilots Association en tant que président de la sécurité. Plutôt que de se limiter à l'exploitation d'avions, il a consacré énormément d'énergie à l'amélioration de l'ensemble du système aéronautique lui-même. Son influence s'est progressivement étendue à l'ensemble de l'industrie. Sullenberger a aidé à développer des programmes de formation sur la gestion des ressources de l'équipage adoptés par US Airways, mettant l'accent sur la communication, le travail d'équipe, la prise de décision partagée et un leadership efficace dans le cockpit. Il a personnellement instruit des centaines de pilotes et membres d'équipage, veillant à ce que les leçons tirées des accidents précédents deviennent des outils pratiques capables de prévenir de futures tragédies. Son travail a également atteint le niveau fédéral. Les recommandations liées à ses recherches sur la sécurité ont finalement influencé les orientations consultatives émises par la Federal Aviation Administration. Chaque amélioration reflétait sa conviction que la sécurité aérienne ne dépendait pas de la chance ou de l'héroïsme individuel, mais de la préparation de la discipline de la communication et de systèmes soigneusement conçus pour réduire les erreurs humaines avant que des vies ne soient mises en danger. En 2007, Sullenberger a élargi cette mission en fondant Safety Reliability Method, un cabinet de conseil dédié à aider les organisations à améliorer leurs performances dans les secteurs à haut risque. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans le pilotage, il a appliqué les principes de sécurité aérienne aux hôpitaux, aux installations de fabrication, aux organismes d'intervention d'urgence et à d'innombrables autres environnements où une erreur pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Son message est resté cohérent, quel que soit le secteur, l'excellence vient de la préparation bien avant le début des urgences. Travaillant aux côtés de chercheurs de la NASA, il a coécrit des études examinant les circonstances les plus susceptibles de produire des erreurs dangereuses dans des environnements aéronautiques complexes.
Ces projets reflètent le même esprit d'analyse qui l'a guidé tout au long de sa carrière. Alors que les passagers ne le connaissaient que comme un capitaine de ligne expérimenté, ceux qui travaillaient à ses côtés comprenaient qu'il avait passé pratiquement toute sa vie d'adulte à étudier précisément comment les catastrophes se développaient et comment des équipes disciplinées les prévenaient. Tout a changé pour toujours le 15 janvier 2009. Cet après-midi-là, le capitaine Sullenberger commandait le vol 1549 du S Airways, un Airbus A320 au départ de l'aéroport LaGuardia de New York à destination de Charlotte, en Caroline du Nord. La montée après le décollage semblait tout à fait routinière, jusqu'à ce que, à peine 2 minutes après le début du vol, l'avion heurte un troupeau de grosses bernaches du Canada. En quelques instants, les 2 moteurs ont subi une perte de puissance catastrophique, laissant l'équipage responsable d'un avion de ligne commerciale impuissant, planant au-dessus de l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Les contrôleurs aériens ont immédiatement commencé à proposer des alternatives possibles. Ils ont suggéré de retourner à LaGuardia ou de se dérouter vers l'aéroport voisin de Teterboro, dans le New Jersey. Sullenberger a évalué chaque option avec une vitesse extraordinaire, calculant mentalement l'altitude, la vitesse, la capacité de planer, la distance et les secondes qui disparaissaient rapidement pour prendre une décision de vie ou de mort. Sa conclusion est venue presque instantanément. Aucune des 2 pistes n'a pu être atteinte en toute sécurité. Au lieu de tenter un retour impossible, Sullenberger s'est engagé en faveur d'une solution que presque aucun pilote de ligne ne s'attend à réaliser. Il a annoncé que l'avion allait amérir dans le fleuve Hudson. Ce qui a suivi est depuis devenu l'un des atterrissages d'urgence les plus étudiés de l'histoire de l'aviation, analysé par des enquêteurs, des ingénieurs, des pilotes et des experts en sécurité du monde entier. Sullenberger a admis plus tard que le silence après la panne des 2 moteurs restait l'un des sons les plus obsédants qu'il ait jamais entendus. Au cours des décennies de vol, il n'avait jamais rencontré quelque chose qui ressemble à l'absence soudaine de poussée qui transformait un avion de ligne moderne en un planeur impuissant. Même avec tout son entraînement, il a avoué que les derniers instants avant l'atterrissage ont produit l'un des sentiments de terreur les plus profonds qu'il ait jamais connus. Pourtant, extérieurement, presque aucune de ses craintes n'apparaissait. Sa voix restait calme. Ses instructions sont restées claires. Dans le cockpit, lui et le premier officier Jeffrey Skiles ont continué à travailler ensemble avec une coordination remarquable, appliquant des années de préparation à une urgence qu'aucun simulateur ne pouvait parfaitement recréer. L'avion a percuté la rivière Hudson avec une précision étonnante. L'impact est resté suffisamment contrôlé pour que le fuselage soit resté en grande partie intact, permettant aux 155 passagers et membres d'équipage d'évacuer sur les ailes et dans les canaux de sauvetage, arrivant en quelques minutes. Dans un acte qui symbolisera plus tard son leadership, Sullenberger a personnellement parcouru le couloir des cabines à 2 reprises, confirmant soigneusement que personne ne restait à bord avant de devenir la dernière personne à quitter l'avion qui coulait lentement. Des enquêtes ultérieures menées par le National Transportation Safety Board ont pleinement étayé son jugement. Les analystes ont conclu que tenter de retourner à l'un ou l'autre aéroport aurait presque certainement entraîné une catastrophe, car les procédures existantes en cas de panne de moteur supposaient que les avions évoluaient à des altitudes nettement plus élevées que celles du vol 1549, quelques instants seulement après le départ. La rivière Hudson, plutôt que les quartiers environnants, s'est finalement révélée être la piste d'atterrissage la plus sûre disponible. Le public l'a immédiatement considéré comme un héros national. Michael Bloomberg, alors maire de New York, l'a surnommé « Capitaine Cool », louant le sang-froid dont il a fait preuve tout au long de l'urgence. Pourtant, Sullenberger reconnaîtra plus tard que le calme extérieur visible au monde cachait une réalité interne très différente. Dans les semaines qui ont suivi l'accident, il a souffert de nuits blanches de souvenirs récurrents et de symptômes ressemblant à un stress post-traumatique. Le poids émotionnel de ce qui avait failli se produire persistait longtemps après que les passagers soient rentrés chez eux sains et saufs. Son expérience a rappelé à beaucoup de gens que même ceux qui sont considérés comme des héros continuent de porter des fardeaux invisibles que d'autres voient rarement. La reconnaissance affluait de toutes parts. Le président George W. Bush a personnellement téléphoné pour exprimer la gratitude de la nation. Le président élu Barack Obama
a invité l'ensemble de l'équipage de conduite à assister à son investiture présidentielle quelques jours plus tard. Les deux chambres du Congrès ont adopté des résolutions officielles honorant Sullenberger, le premier officier Jeffrey Skiles, le personnel de cabine et les innombrables premiers intervenants dont les efforts de sauvetage rapide ont contribué à garantir la survie de chaque personne à bord. Les hommages ont continué à arriver tout au long de l'année. La ville de New York lui a remis la prestigieuse clé de la ville en reconnaissance de ses services extraordinaires. Danville en Californie l'a honoré en tant que policier honoraire. Le magazine Time l'a classé parmi les personnes les plus influentes au monde, reconnaissant non seulement ses actions remarquables à bord du vol 1549, mais également l'exemple de professionnalisme, de préparation et de leadership qu'il a représenté pour des millions de personnes à travers le monde. Pour la plupart des gens, cette journée inoubliable est devenue le chapitre déterminant de la vie du capitaine Chesley Sullenberger. Pourtant, pour l'homme lui-même, il ne s'agissait jamais simplement d'un atterrissage miraculeux. Cela représentait le point culminant de décennies consacrées à la discipline, à une préparation incessante, à des études tranquilles et à une conviction inébranlable que le véritable professionnalisme signifie se préparer pour le jour que l'on espère ne jamais arriver. Même aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, cette leçon reste tout aussi puissante que l'atterrissage remarquable qui a présenté pour la première fois au monde le pilote dont ils se souviendront à jamais comme le capitaine Sully. Sullenberger, Skiles et le personnel de cabine ont ensuite été honorés d'une standing ovation lors de la cérémonie d'avant-match du Super Bowl, quelques semaines seulement après l'atterrissage, un moment qui a souligné à quelle vitesse leur histoire a dépassé les cercles de l'aviation et s'est propagée dans la vie quotidienne américaine. Le sauvetage lui-même reposait sur la main ferme de plusieurs pilotes. Les opérateurs de ferry et les équipages de remorqueurs à proximité ont atteint l'avion en train de couler en quelques minutes, tirant les passagers des ailes et de la rivière glaciale, avant que l'hypothermie ne puisse s'installer, un effort que les enquêteurs ont par la suite considéré comme essentiel au fait qu'aucune vie n'a été perdue. L'avion lui-même a finalement été récupéré de la rivière et est désormais exposé en permanence dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Sullenberger Aviation Museum à Charlotte, une installation renommée en son honneur pour garder l'histoire de cet après-midi de janvier accessible aux futurs visiteurs. Pour un homme décrit par ses amis comme timide et réticent, cette soudaine vague d'attention mondiale a été presque aussi désorientante que l'atterrissage en catastrophe lui-même, construisant une deuxième carrière autour de la sécurité et du service. Plutôt que de disparaître de la vie publique une fois que les gros titres se sont estompés, Sullenberger a passé la décennie suivante à transformer sa renommée inattendue en une véritable seconde carrière bâtie autour de l'éducation et du plaidoyer. Il a continué à voler commercialement jusqu'en 2010, date à laquelle il a pris sa retraite après 30 ans au sein de la compagnie aérienne, clôturant sa carrière avec un dernier vol de Fort Lauderdale à Charlotte, aux côtés de Skiles et de plusieurs des 1549 passagers du vol initial. La même année, la France lui décerne le grade d'officier de la Légion d'honneur et il devient grand maréchal du défilé du Tournoi des Roses, consolidant ainsi sa transition de pilote en activité à personnalité publique. En 2009, il s'est associé au journaliste Jeffrey Zaslow pour écrire Highest Duty, un mémoire à succès qui va bien au-delà du débarquement sur la rivière Hudson pour explorer la mort de son père, en mettant fin à ses jours en 1995 et le chagrin privé qui a suivi. Une révélation qui a ensuite fait de Sullenberger un ardent défenseur de la sensibilisation à la santé mentale. Le livre est devenu la base du film Sully de 2016 réalisé par Clint Eastwood et mettant en vedette Tom Hanks dans le rôle titre qui a présenté à une toute nouvelle génération une histoire que beaucoup pensaient déjà connaître. Il a suivi ses mémoires avec un deuxième livre en 2012 axé sur le leadership et la vision, renforçant ainsi sa réputation de voix sur le courage, sous pression, plutôt que de simple pilote qui a eu de la chance une fois. Entre 2009 et 2013, Sullenberger et Skiles ont poursuivi leur partenariat au-delà du cockpit en étant coprésident du programme Young Eagles de l'Experimental Aircraft Association, une initiative dédiée à inspirer la prochaine génération d'aviateurs. Grâce à des vols d'initiation gratuits et à des activités de sensibilisation, le programme a initié des millions de jeunes au monde de l'aviation générale.
encourageant d'innombrables enfants à envisager une carrière dans l'aviation et l'aérospatiale. Leur engagement en faveur de l'éducation et du mentorat en matière d'aviation leur a valu le prestigieux Freedom of Flight Award de l'organisation, reconnaissant non seulement leur héroïsme sur le vol 1549, mais également leur impact durable sur l'avenir de l'aviation. L'expertise de Sullenberger est également devenue très recherchée dans les médias. En 2011, CBS News l'a nommé analyste de l'aviation et de la sécurité, poste dans lequel il expliquait les incidents aéronautiques complexes, les systèmes aéronautiques et les procédures de sécurité à des millions de téléspectateurs chaque fois que des sujets majeurs sur l'aviation faisaient la une des journaux. Ses idées calmes et mesurées ont fait de lui l'une des voix les plus fiables du pays en matière de sécurité aérienne. La même année, il s'est adressé aux dirigeants et décideurs politiques du monde entier lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse, partageant des leçons sur la gestion de crise, la prise de décision sous une pression extrême et l'importance de construire des systèmes performants qui préparent les organisations à des urgences inattendues. Ses contributions continues ont été récompensées par le prix Tony Janus en 2018 pour ses réalisations distinguées dans l'aviation commerciale et par le prix Annie Glenn de l'American Speech Language Hearing Association en 2020 et un honorant sa communication publique et son plaidoyer exceptionnel tout au long de sa brillante carrière. Sullenberger est également devenu l'un des organismes de surveillance les plus constants de l'aviation, critiquant publiquement Boeing et les régulateurs fédéraux après les accidents du 737 MAX et témoignant devant le Congrès que les catastrophes n'auraient jamais dû se produire en raison de ce qu'il a appelé un système de conception et de certification des avions qui avait laissé tomber le public voyageur. Il a fait valoir qu'une relation trop étroite entre les fabricants et les régulateurs avait permis de ne pas répondre aux signaux d'alarme. Et il a continué à soulever des préoccupations similaires des années plus tard, lorsqu'un nouvel administrateur de la FAA a refusé de s'engager sur les exigences existantes en matière d'expérience de pilotage. En 2021, le président Biden l'a nommé ambassadeur des États-Unis auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, un rôle confirmé par le Sénat qui a placé l'ancien capitaine de ligne au centre des conversations mondiales sur les normes de sécurité des vols. Il a présenté ses lettres de créance à Montréal en février 2022 et a occupé ce poste tout au long de l'été, couronnant une transformation de plusieurs décennies d'un pilote régional discret à l'un des noms les plus fiables de la politique aéronautique internationale. En dehors du podium, sa vie privée est restée remarquablement stable. Il a épousé Laurie Henry, instructeur de conditionnement physique, en 1989, et le couple s'est installé à Danville, en Californie, où ils ont adopté 2 filles, Cathy et Kelly, et ont construit le genre de routine familiale ordinaire qui contrastait fortement avec sa réputation publique. Ses amis et amis ont longtemps décrit ce contraste comme étant au cœur de qui il est réellement, un homme capable d'un sang-froid extraordinaire, en cas de crise qui a néanmoins passé la plupart de ses soirées concentrées sur les devoirs, le dîner et les petits rituels d'élever 2 enfants en banlieue, faisant face à un nouveau type de défi avec un courage familier. Cette semaine, Sullenberger a révélé la nouvelle qui a recadré la façon dont le public comprend son dernier chapitre. S'exprimant dans une déclaration personnelle partagée avec plusieurs médias, il a expliqué qu'on lui avait diagnostiqué un stade précoce de la maladie d'Alzheimer en août de l'année dernière, après avoir remarqué des changements subtils dans sa propre mémoire, notamment des difficultés à se souvenir des noms à répéter, des histoires qu'il avait déjà racontées et à perturber son sommeil. Il s'est décrit comme étant au tout début de ce qu'il appelle un long voyage, choisissant délibérément un langage simple plutôt que tout ce qui est dramatique, de la même manière qu'il a décrit un jour les détails techniques d'un amérissage plutôt que de l'habiller pour obtenir un effet. Dans sa déclaration, Sullenberger a expliqué qu'il travaillait en étroite collaboration avec le docteur Jill Rabinovich du centre médical UCSF à San Francisco, et que le diagnostic l'avait poussé à penser différemment sur ce que signifie continuer à servir les autres. Il a déclaré que pendant des années, chaque fois que les gens l'interrogeaient sur le succès du vol 1549,
Il aimait dire que le courage peut être contagieux, et que la même idée s'applique désormais au fait d'affronter cette maladie ouvertement plutôt qu'en privé. Il a présenté sa décision de parler publiquement comme une tentative d'épargner aux autres familles l'isolement qui accompagne si souvent un diagnostic de maladie d'Alzheimer, disant au public qu'il se considère désormais comme faisant partie d'une communauté beaucoup plus vaste qui avance ensemble. Son épouse Laurie a également fait part de sa propre réflexion sur le diagnostic, le décrivant comme la même présence constante qu'il a toujours été avant et après le débarquement de Hudson et maintenant, de nouveau, après ce nouveau défi. Elle a déclaré que la stabilité continue de guider la famille alors qu'elle s'adapte à ce qui l'attend, ajoutant que même si l'avenir reste incertain, elle a l'intention de continuer à vivre pleinement et à trouver de la joie dans les moments ordinaires. Les experts médicaux notent qu'il n'existe actuellement aucun remède contre la maladie d'Alzheimer et que les symptômes progressent généralement avec le temps, même lorsqu'ils commencent de manière légère. Bien que des outils de détection améliorés et des traitements plus récents aient donné à de nombreux patients récemment diagnostiqués plus d'options que celles disponibles au cours des décennies précédentes. Des collègues de longue date ont souligné que c'est loin d'être la première fois que Sullenberger choisit la transparence plutôt que le confort. Il avait été tout aussi franc des années plus tôt au sujet de ses symptômes ressemblant à un stress post-traumatique après le débarquement de Hudson et du chagrin qui avait suivi la perte de son père qui avait mis fin à ses jours. De nombreuses personnalités publiques évitent encore ces deux révélations qui ont contribué à normaliser les conversations. La couverture médiatique de son annonce a noté qu'il avait décrit les premiers symptômes dans ses propres mots, en gardant le même ton mesuré qui aidait autrefois à calmer une cabine entière de passagers effrayés à 30 000 pieds au-dessus de la rivière Hudson. La maladie d'Alzheimer touche des millions de familles à travers le pays et les personnalités publiques qui parlent ouvertement d'un diagnostic précoce contribuent souvent à faire sortir la maladie de l'ombre et à l'intégrer dans les conversations ordinaires. Le docteur Rabinovitch et ses collègues de l'UCSF ont été à l'avant-garde de la recherche sur les méthodes de détection précoce, et la décision de Sullenberger de nommer publiquement son médecin reflète la même confiance et la même expertise qui l'ont guidé au cours de décennies de travail technique en matière de sécurité. Sa déclaration indique clairement qu'il ne considère pas le diagnostic comme une raison de se retirer de la vie publique, mais plutôt comme un nouveau chapitre dans lequel la même discipline qui a autrefois défini sa carrière de pilote peut désormais soutenir sa famille et sa communauté à travers ce qu'il appelle ouvertement un chemin long et incertain pour un homme dont toute l'identité publique s'est construite autour d'un seul après-midi de calme extraordinaire. Cette dernière révélation ressemble moins à une continuation du même instinct qui l'a guidé le 15 janvier 2009. Il choisit une fois de plus de marcher vers un moment difficile en pleine vue plutôt que de s'en éloigner confiant que l'honnêteté aidera les autres confrontés au même diagnostic à se sentir moins seuls. Les rapports suivant son annonce soulignent que malgré le diagnostic Sullenberger reste engagé dans sa mission de service de toute une vie, décrivant ce nouveau chapitre comme un autre test du même caractère constant qui a autrefois ramené en toute sécurité 155 personnes sur la terre ferme. Cet instinct, disent, mes amis, n'a jamais vraiment changé. Qu'il fasse planer un avion impuissant vers la surface du fleuve Hudson, qu'il témoigne devant le Congrès sur les normes de sécurité des compagnies aériennes, ou qu'il dise simplement au public la pure vérité sur un diagnostic difficile, Sullenberger a toujours choisi la clarté plutôt que le spectacle. Ces décennies de service depuis un garçon de ferme du Texas qui a construit des modèles réduits d'avions jusqu'à un pilote de chasse, un capitaine de ligne, un ambassadeur et maintenant un défenseur parlant ouvertement de la maladie d'Alzheimer, forment une seule histoire continue sur la façon de se montrer pleinement aux personnes qui comptent sur vous. C'est cette même ligne qui, selon sa famille et ses amis, l'a transporté du cockpit du vol 1549 à ce dernier type de courage plus silencieux. Les proches de la famille affirment que Cathy et Kelly se sont ralliés à leur père dans les semaines qui ont suivi la publication du diagnostic, décrivant un foyer qui s'est toujours appuyé sur la routine et l'honnêteté dans les moments difficiles, remontant aux années où Sullenberger équilibrait un emploi du temps
exigeant d'une compagnie aérienne avec une vie de famille ordinaire à Dunnville. Plutôt que de se retirer du public, il a continué à accorder des interviews et à publier lui-même des déclarations, choisissant de rester la voix principale de sa propre histoire, plutôt que de laisser d'autres la raconter à sa place. Ce choix reflète le même instinct qui l'a poussé autrefois à parcourir 2 fois l'allée d'un avion en perdition avant de s'autoriser à repartir. Une dernière vérification pour s'assurer que tous les autres étaient présents avant de réfléchir à sa propre position. Quoique les années à venir nous réservent ceux qui le connaissent le mieux, affirme qu'il est peu probable que son instinct de s'occuper des autres, d'abord, change maintenant. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.